Maintenant, après ce film, nous allons en quelques minutes essayer de voir ce qu'on peut, après cette vision qui nous appartient à chacun d'entre nous, avec nos propres émotions et nos réactions, ce que nous pouvons mettre en commun pour se servir de ce film, pour entrer plus profondément dans un partage sur une maladie d'Alzheimer. D'abord, je voudrais corriger un petit élément de mon titre qui a son importance. C'est vrai que quand j'ai cherché un titre, j'avais d'abord écrit « Renouer les identités de la malade et des aidants ». Parce que bien sûr, je restais dans le film. Et là, ensuite, j'ai corrigé, mais bon, ça n'a pas été pris en compte dans la précipitation de la préparation de cette manifestation. Et j'avais écrit « Renouer les identités du malade et des aidants ». Et je crois que c'est toute la problématique, le petit passage que je vais essayer de faire avec vous, entre la réflexion sur la réalité et la première approche de cette fiction. C'est une fiction, non pas au sens où c'est imaginaire, mais au sens où ça a été composé, refait en quelque sorte, et pour devenir une œuvre. Donc le but de ce petit passage, c'est de voir comment on passe d'un témoignage personnel à la généralité d'une situation partagée, vécue par les malades, leurs proches et les professionnels de la santé. Nous avons en effet, comme Jean-Michel l'a dit au début de cette manifestation, décidé d'orienter ces 2 jours sur la notion de personne, du patient, mais de personne aussi des soignants et des proches. Une personne qui est touchée par la maladie, et qui est touchée dans sa mémoire, atteinte, qui porte à son tour atteinte à l'identité de tout le monde dans son environnement proche. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est une maladie qui touche la mémoire, touche effectivement l'identité, mais est-ce qu'elle touche la personne profonde? Et là aussi, tout à l'heure, Jean-Michel a parlé du poète Christian Bobin, qui, à propos de son père, expliquait que lorsqu'il voyait son père et les personnes qui étaient atteintes de la même maladie, il trouvait que si la personne sociale était en sommeil, la personne profonde était là, lavée, nettoyée du monde, et il conclut: c'est indubitable que j'avais devant moi la personne même. Or, si la mémoire nous empêche de nous rappeler tout ce que nous avons été, ce que nous voulions paraître, ce pourquoi on voulait être reconnu des autres, comme mère, comme artiste, comme épouse, et même comme cliente de la photographe, tout ce qu'a été Flore, ça elle ne le maîtrise plus. Il y a de quoi perturber les partenaires familiaux et sociaux qui ne peuvent plus partager ces souvenirs et voient leur propre construction de soi compromise. Mais par-delà cette construction sociale, il y a quelque chose qui ressurgit plus vrai et plus épuré, qui est la personne même. Et c'est en cela que la personne atteinte de cette maladie peut nous apprendre. Et quand on apprend de quelqu'un, sur soi, sur l'humanité, eh bien, on peut partager et donc eh bien, on peut continuer le dialogue. Donc dans cette perspective, nous pouvons effectivement interroger ce film qui nous montre qu'une personne peut toujours grandir et s'épanouir comme une fleur, Flore l'a bien nommée. Et c'est peut-être la première fois que dans mon petit exposé, je vais faire allusion à Botticelli, le printemps. Vous voyez que le printemps a aussi beaucoup d'importance, les saisons, le retour des saisons, la vie qui reprend, la vie qui n'a jamais cessé d'ailleurs. Pourtant, le film, ce film qui nous a tous émus, et qui porte le même nom que Flore, fait problème. Et la première fois que nous l'avons passé dans notre association, ça a donné lieu, après quelques minutes d'émotion, de silence, comme quand on est après un chef-d'œuvre, comme au concert parfois, nous nous sommes vraiment beaucoup interrogés pour savoir si nous allions garder ce film ou pas. Parce que certains d'entre nous avaient connu de très près l'Alzheimer comme proche. La personne atteinte d'Alzheimer le connaissait ou l'avait connu et que ça nous paraissait totalement irréaliste. Donc ce film fait problème. Et pourquoi ? Certes, on le comprend, c'est
une réaction à un traumatisme vécu. Donc sur ce plan-là, si soi-même on a vécu cette expérience douloureuse d'être un proche de quelqu'un atteint d'Alzheimer, on comprend que l'auteur de ce film se sert du récit pour exorciser le souvenir d'un trauma et faire partager un espoir. Il y a quelque chose après la révélation de la maladie. Mais c'est aussi très risqué de faire partager un espoir. C'est donc, d'un premier point de vue, en allant très vite, un récit de descente aux enfers et on remonte. C'est ce qu'on appelle dans la tradition, on retrouve dans toutes les civilisations, les récits de catabase. Cette descente aux enfers, les héros descendent aux enfers déjà chez Homère, dans l'Iliade, on descend aux enfers, où on retrouve les morts, mais on remonte. Ulysse va remonter. Et on remonte plus fort, bien sûr, puisqu'on a affronté les enfers. Donc ça se présente comme ça, entre une première partie qui est une descente aux enfers. D'un point de vue symbolique, on descend aux enfers, et le fils et la mère, dans ces couloirs qu'on montrait tout enfouis dans les sous-sols de la deuxième institution. Et on en renaît. Alors on en renaît, elle n'en renaît pas dans cette institution, bien sûr. Au contraire, elle s'enfonce de plus en plus, elle devient violente. À ce moment-là, on va passer les papiers, les comptes rendus des infirmières, des médecins. Mais elle va renaître à la lumière de la Corse. D'un certain point de vue, la Corse, c'est la remontée des enfers. Le deuxième point qu'on pourrait se poser comme question, tout ça on comprend ça, mais est-ce que ce cas est vraiment utilisable comme une étude de cas? L'étude de cas, c'est pouvoir partir d'un cas particulier, mais en analysant ce cas tellement finement qu'à travers ce cas, on peut retrouver la catégorie de tous les gens qui sont concernés. Donc là, c'est un peu compliqué, parce que, a priori, c'est un cas peu représentatif. La situation sociale et familiale est privilégiée, et d'ailleurs, c'est une famille, ce qui est important dans notre pays culturellement, c'est une famille où on se vouvoie, ce qui est une marque culturelle forte en France. C'est pas dans toutes les familles que l'on se vouvoie. Donc, difficile aussi de se dire ça représente toutes les personnes dans le même cas. Difficile pour une raison un peu différente, qu'il faut bien distinguer de la première. Ce n'est pas parce que c'est un cas hyper privilégié, c'est parce que c'est une œuvre d'art. Et on ne doit pas regarder un film, même autobiographique, comme si c'était un documentaire. Ceci n'est pas un documentaire. Ceci a été soigneusement composé avec des rimes, la Corse avant, la Corse après, la Corse au milieu, le rapport la Corse-Paris. C'est vraiment très, très, très beau sur le plan de la structure, de la réflexion, de la lumière, des formes, et même, si on pouvait aller plus loin, comment le son est-il capté. Il n'y a pas de micro-cravate, surtout quand ils sont torse nu ou dans l'eau. Tout ça, c'est un travail très, très, très important. Le moindre thème musical est choisi, Over the Rainbow, enfin, et l'arc-en-ciel, tout ça. Donc c'est une œuvre d'art et ça doit être d'abord reçu comme tel. C'est une œuvre qui veut faire partager des idées, mais surtout un regard. L'idée et l'objectif principal, c'est de rendre cette femme belle, de faire sentir combien elle est belle. Et belle à travers tout ce qu'on associe autour d'elle, les souvenirs de son passé, le présent, tout ça qui se mêle. Et aussi le fait qu'à travers ce regard d'émerveillement porté sur elle par la caméra de son fils, elle renaît. Et là, dans les dernières images que l'on a de cette personne, on la voit un peu, leur deuxième thème botticellien, on la voit comme la Vénus qui sort de l'onde. Et la Vénus de notre Méditerranée, donc des civilisations qui ont succédé, grecques, qui ont succédé à la civilisation proto-égéenne, la Vénus, c'est la déesse de l'amour, la déesse qui donne la vie. Lorsque on a fait la part de l'art, j'avais pas beaucoup de temps, mais je tenais à ce qu'elle soit faite, c'est un peu ce que je représente ici dans cette association.
on se sert des films, mais il faut toujours rendre quelque chose à ce dont on se sert, pour bien le comprendre. Je pense qu'on peut esquisser quelques pistes d'interprétation qui vont lancer ensuite la réflexion des professionnels et ultérieurement, donc, dans un deuxième temps, le débat. Je vous en propose 3. La première, c'est le changement de regard sur le malade. Un regard qui passe de l'extériorisation à l'intériorisation. On l'a puisque ce monsieur qui a fait le film est quelqu'un qui a une large palette de pronoms personnels à sa disposition, de par l'éducation qu'on lui a donnée. Il nous dit au début, d'habitude je te vous vois, mais là j'ai envie de te tutoyer. Donc on voit bien que finalement, cette maladie lui a permis d'approcher de plus près sa mère. L'extériorisation, qu'est-ce que c'est? C'est toute la première partie du film. C'est ce qui nous surprend lorsque nous rencontrons la maladie à travers la personne de notre famille proche qui en est atteinte. L'affolement, le coup près du diagnostic, la lutte pour trouver des solutions et puis petit à petit devoir rétrograder donc, de situation où elle reste chez elle, et ensuite d'institution en institution de plus en plus fermée. Et à travers cela, le rappel douloureux du passé, parce qu'on se dit qu'on est en train de perdre ce qui dans la personne ne pourra plus se souvenir de ce qu'elle a vécu avec lui. Puis on passe à l'intériorisation et la façon dont petit à petit la malade est ramenée à la vie, à la présence et au dialogue. Mais je pense qu'il faut bien prendre garde à ne pas se laisser dominer par une lecture narrative de ce film. Parce que sinon on risque de faire des contresens et de ne pas s'en servir de façon opportune. En effet, on pourrait penser qu'il y a une histoire très, très antithétique, en noir et blanc. D'abord une descente aux enfers, une déchéance, puis une remontée, une réhabilitation. Et ce serait dommage de faire coïncider ça avec le fait que dans la première partie du film, bon, elle va dans des situations qui la conduisent dans des institutions de plus en plus fermées. On l'arrache à l'institution et ensuite, grâce aux soins de la famille, à la nature, à la Corse, à la beauté, et même à la neige qui tombe alors qu'elle n'était pas tombée depuis 50 ans, elle revit. C'est pas du tout ça. La réalité est un peu différente. C'est la lecture symbolique qui doit prédominer. Le Fils ne fait pas mieux que les institutions. Ce qu'il veut montrer, il ne veut pas faire mieux, enfin je ne pense pas que ce soit l'idée du film. Ce qu'il veut montrer, c'est que tous les interlocuteurs de Flore, lui, mais les autres aussi, retrouvent à son contact, et avec ce nouveau regard, ce qu'on appelle l'inner child, c'est-à-dire l'enfant intérieur, l'enfant dans l'adulte. Et ils sont tous alternativement enfants et parents. Et elle-même reste aussi mère, on l'appelle mère. Et il y a un moment très important, c'est lorsque le narrateur, qui est l'auteur du film, dit « Quand tu me prends la main, je me dis ça me rappelle quelque chose. » Et on voit qu'elle lui prend la main, comme lui prenait la main quand il était un petit enfant. Mais juste après, il a choisi de nous montrer une scène très émouvante où elle l'attire contre elle et elle le baise au front, comme quand il était petit. Et il y a un rapide flashback avec un film, vous voyez. Donc, elle reste bien mère, mais chacun d'entre nous, devant cette personne nue, qui est le malade qui n'a plus la mémoire, mais qui vit vraiment pleinement, qui est une personne, c'est ce que nous pouvons ressentir. Nous sommes simplement l'un en face de l'autre, et nous vivons ensemble. Ceci permet au dialogue de se renouer, non pas qu'il ait été interrompu, mais de se renouer sur un autre plan qui n'est plus celui de la personne sociale, mais celui du cœur à cœur. Évidemment, vous avez aussi remarqué que tout ça s'accompagne, ça c'est très bien de le dire en quelques mots, mais ça s'accompagne d'une série presque indéfinie de petits efforts pour pouvoir parler, reprendre les mimiques, comme si c'était une langue étrangère, mais que l'on comprend quand même, avec les yeux, avec la voix, avec les mimiques. Le deuxième petit
petite clé que je vous propose, c'est la confiance faite au corps. De nos jours, on a eu peut-être un peu tendance à surestimer les sciences cognitives, mais l'intelligence humaine n'est pas que dans le cerveau. L'intelligence humaine, elle est partout. Elle part des sensations, elle part des perceptions, qui font progresser, qui éveillent au monde. Et même ici, le geste pictural ne doit pas du tout être pris comme le souci de dire on va la faire peindre pour qu'elle retrouve quelque chose, pour qu'elle renoue avec sa mémoire de ce qu'elle était, avec la continuité de sa personnalité. Pas du tout. C'est simplement un geste. Et un geste, se déplacer, toucher quelque chose, c'est interagir avec son environnement. Et ce n'est saisi que comme cela, de même, bien sûr, ce sur quoi se termine le film, le geste de la natation, puisque c'était une personne qui pratiquait la natation assez assidûment. Et donc, le corps, la spontanéité du corps, ce que Schwartz, l'ergologue, appelle le corps-soi, c'est vraiment ce sur quoi on bâtit cette nouvelle vie. Et le troisième point, sur lequel je voudrais vraiment insister, et aussi terminer, parce que c'est la meilleure transition, c'est la notion d'alliance éducative qu'on utilise de plus en plus. Donc moi, au départ, je travaille sur la narratologie, mais je dirige aussi un laboratoire de sciences de l'éducation. Et actuellement, par exemple, lorsqu'on parle du décrochage scolaire, on se rend compte que ça n'est pas l'affaire que des enseignants, ni que des parents, ou que des associations périéducatives. Ça ne peut être traité qu'en alliance éducative. Et là, nous sommes vraiment dans le même type de configuration. Les partenaires doivent s'entendre, doivent communiquer, doivent avoir des valeurs éthiques communes, doivent avoir un projet commun, et un vrai projet, je veux dire, technique, hein, c'est très abouti. Et en même temps, ils ne sont pas simplement des aidants. Il y a un troisième partenaire à côté des proches et des professionnels de santé, c'est le patient lui-même. Donc, si nous reprenons le fil de ce point de vue, bien entendu, nous pouvons remarquer qu'il laisse la nécessité d'intervention de professionnels pour nous parler de la réalité. Puisque un film comme celui-là fait beaucoup d'impasses. Non seulement parce qu'il a décrit une situation vraiment exceptionnelle et qu'il y a très très peu de personnes qui peuvent mobiliser autant de moyens financiers, d'organisation autour d'un seul malade, mais déjà parce qu'il y a des partis pris descriptifs. On ne peut pas tout décrire. Ça a été fait quand même soigneusement, mais on montre plutôt le début et la fin de chacun des micro-projets qui ont constitué ce développement, cette mise en autonomie de cette malade. Les micro-projets qui sont, on va la faire manger, on va lui faire bouger, on va la faire se lever, après on va la faire marcher, après on va la faire grimper, et enfin on la fait nager. Bon. Et ça continue. Tous ces micro-projets demandent une somme presque infinie d'efforts, de concertation, de réflexion, dont on peut s'inspirer certes, peut-être pour faire des formations, peut-être pour donner des idées générales, mais qui réclament beaucoup de réflexion pour l'adapter à un traitement, je dirais, standard. L'autre point, c'est que ce qui ne nous a pas été montré, c'est tout l'aspect qui justement extériorise la personne dans n'importe quel dispositif, lorsque la personne devient un majeur dépendant. C'est la loi qui cible ça, c'est la loi du 5 mai 2007 sur la protection des majeurs vulnérables. Et là, c'est un vrai problème pour les professionnels, parce que auparavant, le majeur, on était dit dépendant, maintenant il est dit vulnérable, et le professionnel a une obligation de le faire aller vers l'autonomie.
y compris dans le cas des Alzheimer. Donc tout ça fait que il y a un aspect qui a été complètement laissé de côté dans ce film, volontairement, c'est l'aspect de la loi. Cette personne, elle est encadrée par la loi. La loi, en même temps, soumet tous ceux qui s'occupent d'elle à l'obligation de veiller sur elle, d'éviter les périls, mais aussi, c'est toujours cette dialectique entre péril et risque, qui veut autonomiser la personne doit prendre certains risques. Risques calculés, comme quand le narrateur nous dit nous nous mettons un peu à l'écart, nous la surveillons de loin, mais elle a besoin de solitude, oui, mais la caméra est là, c'est-à-dire qu'on n'est jamais bien loin. Donc je pense que si j'avais choisi ce titre de renouer les identités de la malade et des aidants, c'est vraiment dans cette tension dialectique, d'une part entre la protection et la prise de risque à négocier à chaque instant pour qu'il y ait une part d'autonomie laissée à la personne, pour qu'elle continue à grandir et à nous apprendre des choses, parce que nous apprenons d'elle comme elle apprend de nous, et puis aussi cette façon de retrouver chacun sa place, les professionnels, les proches et la personne elle-même. Je vous remercie.